Et BL Shippers, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau BL rétro et aujourd'hui on va parler de Top Form. Avant de commencer, petit disclaimer, je ne vais pas parler de tout ce qui se passe en ce moment par rapport au pairing, par rapport à la série. Ici on va vraiment se concentrer juste sur le drama, donc voilà, je suis au courant de ce qui se passe mais ça n'a rien à voir avec cette vidéo donc... Voilà, n'en parlons pas. Pour commencer, un petit résumé sur Top Form, sur l'histoire de Jin, une étoile montante de la sphère de l'acting en Thaïlande, et il est confronté à Akin qui est l'acteur numéro 1 à ce moment-là. Ils finissent par jouer ensemble dans certaines séries et petit à petit se rapprochent et tombent amoureux, mais entre jalousie, incertitude et corruption, on peut dire que leur histoire n'est pas de tout repos. Donc comme d'habitude, la vidéo va être divisée en 4 parties avec le plot, les personnages, la production et les musiques. Chaque partie a sa note sur 10, à la fin on réunit le tout pour obtenir une note totale sur le drama. Commençons sans plus attendre avec la première partie pour le plot. En ce qui concerne le plot, l'histoire de base n'est pas si mauvaise en se concentrant sur donc l'affaire de l'acting. Je trouve que c'est un thème qui est revenu dans quelques dramas. C'est pas non plus quelque chose de très courant, surtout avec autant de professionnalisme. Je crois que c'était vraiment très accurate, ça me paraissait assez réaliste tout ce que je pouvais voir, que ce soit la corruption des autres agences, que ce soit les fans, que ce soit les histoires de compétition entre les deux acteurs. J'ai trouvé que tous ces éléments en soi inclus dans l'histoire étaient vraiment très représentatifs de l'univers de l'entertainment en général. L'histoire était très crédible dans un ensemble. En revanche, il y avait quelques points qui n'allaient vraiment pas. Mais quand je dis vraiment pas, c'est on est vraiment descendu très bas d'un coup. La première chose, ce sont les dramas entre Jin et Akin qui pour moi n'avaient aucun sens. C'est-à-dire qu'une fois ça va, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment j'étais en mode bon là va falloir penser à parler. J'ai trouvé que c'était juste Akin qui doutait des sentiments de Jin. Et je sais pas si en fait c'est un reflet des peurs personnelles de Akin que lui en fait pense plaquer Jin plutôt pour se concentrer sur sa carrière d'acteur. Ça va une fois, peut-être 2 fois, mais c'est revenu plusieurs fois. Et j'ai trouvé ça très répétitif. Surtout que l'histoire ne se passe pas juste en 2 mois, il y a plus de 6 mois, voire peut-être même 1 an je crois au total, qui se passe à travers le drama. Donc c'est vraiment en une année entière, c'est pas possible qu'il y ait 3 fois le même problème qui revienne encore et encore et qu'il ne soit jamais résolu, qu'à chaque fois ce soit juste Jin qui prenne les devants et qui fasse quelque chose pour arranger la situation et Akin qui soit ah bah au final tout va bien, tout est bien. Non, ça c'était juste pas crédible. J'aurais aimé qu'il y ait des dramas un peu plus complexes dans le couple de Jin et Akin. Ensuite, c'est la fin de la série qui m'a énormément déplu et déçue. Je pensais à l'épisode 10 très précisément, l'histoire de la grand-mère de Akin qui pass away. Je trouvais cette scène complètement vide en fait, ça s'alignait pas avec le reste du drama. Dès le départ on nous mentionne la grand-mère de Akin, on sait que c'est elle qui l'a élevé, on sait que c'est à cause d'elle qu'il veut faire de l'acting. Mon problème c'est qu'on ne l'a pas vu, c'est-à-dire qu'on nous a montré une scène quand il était enfant où il tient une caméra et sa grand-mère est sur scène. On nous montre pas ce que cette scène représente pour lui, c'est-à-dire qu'on nous montre la scène, on nous dit que ça représente ça, mais moi je l'ai pas vu à l'écran dans les scènes qui ont été présentées. C'est-à-dire que tout le long du drama, ils s'échangent des lettres, ils ne se voient même pas une seule fois avant le décès de sa grand-mère, et j'ai trouvé ça très peu crédible alors que c'est quelqu'un qui est supposé représenter toute sa vie. C'est-à-dire que Akin n'a pas de mère, n'a pas de père, enfin il en a, mais ils ne sont pas présents dans la série parce que pour lui, toute sa famille c'est sa grand-mère. Toute la série, on ne la voit pas. C'est-à-dire que oui, on a des instants où on la voit écrire, on la voit sur son lit d'hôpital, on voit des événements dans le passé, mais on n'a aucune scène vraiment poignante entre Akin et sa grand-mère qui nous montre, et fait le lien entre les deux est très fort. Et donc ça m'a dérangé quand soudainement tout l'épisode 10 tourne autour de la mort de la grand-mère de Akin, alors que même si Akin jouait très bien en effet cette scène, et je peux croire que oui le personnage est triste etc, il vient de perdre sa grand-mère, mais je n'ai pas vu à quel point Akin tenait à sa grand-mère. On l'a entendu, on nous en a parlé, on a essayé de nous le prouver en fait à travers des mots, mais à aucun moment ça a été mis à l'écran et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est quelque chose qui aurait pu aider à faire en sorte que cette scène soit vraiment légitime en fait à être dans le drama et surtout qu'il y ait un épisode entier qui tourne autour de ça. À partir de là, ça a découlé dans des trucs qui n'avaient plus aucun sens. 3 derniers épisodes ou 2 derniers épisodes ont été complètement rush et je dirais qu'ils ont pack le contenu de 4 épisodes supplémentaires en 2 épisodes, comme s'ils étaient pressés par le temps, alors que non, puisqu'on sait que Top Form est supposé être divisé en 3 saisons. Il y avait des scènes, on nous montrait un truc et puis ensuite ça passait à autre chose et je me dis bah quel est l'intérêt en fait. On sait qu'il y a du contenu qui reste à venir, donc c'est pas grave si on nous laisse sur une fin vraiment entre guillemets bancale parce qu'on sait que c'est pas la fin. Donc dans ce sens-là, la fin de la série était vraiment décevante parce que le début de la série était très lent, ça nous a bien mis structuré les personnages, l'histoire, le contexte. On avait vraiment beaucoup d'éléments, c'était très posé. Le rythme en fait de la série était très lent au départ.
départ pour vraiment nous faire rentrer dans cet univers. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié avec cette série. C'est pour ça que j'ai été vraiment tellement déçue que la fin soit tellement accélérée, parce que ça a cassé en fait tout ce qui a été construit sur le début de la série. Je dis pas que la qualité était moins bonne sur la fin, puisque la qualité d'image et tout ça, l'acting restait le même, mais c'est juste dans le rythme de la série et le développé des événements, entre le début et la fin, il y a un monde. Voilà, donc tout ça réuni, je donne quand même un 8 sur 10 au plot. Ça reste quand même une très bonne histoire avec une représentation très réaliste, je trouve, de l'industrie de l'acting en Thaïlande. Comme je disais, j'ai aussi beaucoup aimé le début de la construction de la série avec quelque chose de très lent, de très immersif. Donc voilà, ça reste quand même une très bonne série avec un très bon plot. Et donc pour ça, je donne la note de 8 sur 10. Partie 2 avec les personnages. Donc on commence comme d'habitude avec les personnages fictifs de donc Jin et Akin. Donc je vais pas parler des deux personnages séparément parce que j'ai à peu près les mêmes choses à dire. Je trouve que dans un ensemble, l'acting, enfin les personnages étaient vraiment très bien joués. J'arrivais à imaginer en fait Jin en tant qu'un vraiment un personnage existant, c'est-à-dire que je ne voyais pas l'acteur, je voyais vraiment un personnage à l'écran, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi avec Akin. Personnellement, je n'ai pas vu l'œuvre d'origine, je n'ai pas lu le manga ou regardé l'anime, mais je pouvais imaginer ces personnages au-delà de juste l'acteur que je voyais à l'écran. Et s'ils ont été si bien réalisés, c'est pas uniquement grâce à l'acting des acteurs, c'est aussi grâce aux efforts de production. Ça veut dire qu'ils ont reçu suffisamment d'informations et que leur personnage était suffisamment développé pour pouvoir prendre vie comme ça. Quand je dis développer, je parle bien sûr de backstory, c'est-à-dire d'histoire, de passé, d'informations, d'anecdotes, qui a grandi avec sa grand-mère, son côté très compétitif, où malgré qu'il passe son temps à dire qu'il est un très bon acteur, que personne ne le détrônera jamais, quand Jin arrive en tant que nouvel acteur, on peut voir que Akin se sent déstabilisé, on peut voir qu'il a peur, il sait que Jin a la capacité de prendre sa place. Et donc ça, ce sont tous des légers petits détails sur les personnages qui les rendent un peu plus réels, un peu plus concrets. C'est vraiment quelque chose qui prend vie, c'est comme si c'était une sorte de réalité alternative qui est en train de se passer, et donc ça a été très bien joué. Pas dire que le lien entre Akin et sa grand-mère a été vraiment très bien représenté dans la série. En revanche, le lien entre Akin et Jin, moi, marchait très bien. L'évolution était très logique, surtout avec l'histoire de la 21 Days Theory. Tout ça, c'était des petits détails et des petits éléments qui en soi montaient l'histoire parfaitement. Vous pouvez voir petit à petit les sentiments évoluer entre les deux personnages. On pouvait vraiment voir une évolution, c'était crescendo, c'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain ils se sont dit ah bah si en fait on s'aime. Il y a eu des disputes, il y a eu des changements, et c'est des choses, voilà, tout ça rendrait le tout un peu plus réel. Donc je donne un 5 sur 5 pour les personnages fictifs, parce que bon, l'histoire entre Akin et sa grand-mère, ça reste quand même relativement secondaire. Il y a des relations qui sont plus importantes, donc voilà, ça reste quand même un 5 sur 5 pour les personnages fictifs. Pour ce qui est de l'acting, ce ne sera vraiment rien de surprenant ici. Je pense que tout le monde s'en doute, mais ce feedback, bien sûr, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire, c'était un acting pour moi complètement parfait. Non seulement il y avait une bonne chemistry entre les acteurs on and off screen, je trouvais que les deux acteurs étaient vraiment terribles ensemble, et en plus de ça, les deux, même pris séparément, sont de très bons acteurs. J'avais déjà regardé une série avec Boom quelques années en arrière, et j'avais déjà vu Smart aussi dans d'autres séries avant, je l'ai su que plus tard, mais j'avais déjà vu. En tous les cas, les deux ont très bien assuré leur rôle. Ils ont vraiment été à la hauteur des attentes, je pense, qu'il y avait envers cette série et envers leur rôle. Je pense que leur acting était vraiment super immersif et crédible. J'arrivais vraiment à ressentir la tension, les émotions, la tristesse, la joie. L'acting était vraiment on point. C'était super concret, super réaliste. Donc, sans grande surprise, c'est aussi un 5 sur 5 pour les personnages en tant qu'acteurs. Donc, ça fait un total de 10 sur 10 pour les personnages. Yay! On passe maintenant à la partie 3 avec la production. Là, on va parler des détails un peu plus techniques de la série. Je vais commencer par la qualité d'image, c'est-à-dire plan, framing, etc. Je trouvais que dans un ensemble, c'était très bien fait. Il n'y avait pas de plan spécifiquement original comme j'avais pu retrouver par exemple dans The Boy Next World, mais j'ai trouvé que le framing était toujours très bien choisi. Dans les scènes assez intimes entre Jin et Akin, on avait souvent des close-ups qui nous rapprochent donc des personnages et de leurs relations quand il y avait des tensions, et j'ai aussi regardé pour ça une partie de l'interview des réalisateurs de la série, des moments où dans la série les shots sont filmés avec une caméra à main, et ça se voit puisque l'image bouge, en fait ce n'est pas stable, et ça a été choisi volontairement, c'est-à-dire que chaque moment où l'image est instable à l'écran, c'est pour représenter justement l'instabilité en fait des personnages mentalement, notamment Jin ou Akin. Et donc ce n'était pas au hasard, ce n'était pas juste un manque de budget, un manque d'image, un manque de qualité, non, tout était choisi, tout était là pour une raison, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que je trouve que encore une fois
ça rendait toutes les scènes et les émotions surtout beaucoup plus immersives, c'est-à-dire que j'arrivais à croire qu'il y avait un problème, qu'il y avait une tension, qu'il y avait une dispute qui était en train de se dérouler à l'écran, parce que même la façon dont l'image nous est présentée représente en fait cette tension là. Il y a une scène en particulier qui m'a marqué, que j'ai trouvé extrêmement bien faite, c'est Jin essaye de faire des bisous, je sais pas quoi, à Akin, et donc Akin se jette sous une couverture et Jin vient le rejoindre, et à ce moment là on a des close-up, et j'ai trouvé que cette scène là était incroyablement bien filmée et incroyablement belle, parce que je trouve qu'elle était très représentative de l'évolution de la relation entre Jin et Akin, à quelque chose d'harmonieux, de stable, d'apaisant. Je trouvais que l'editing et le framing de cette scène étaient vraiment parfait. En revanche, je pense qu'il y a une bonne symbolique derrière les objets, certains objets utilisés dans la série. Je pense que vous attendez tous à celui-là, mais bien sûr, bien entendu, le miel. Je pense que plus personne ne peut voir le miel de la même façon depuis qu'on a regardé Top Form. Mais sinon, il y avait aussi la petite boîte de bonbons à la menthe que Jin a. En fait, cette boîte à la menthe représente pas mal à quel point il s'attache, en fait, à quel point il s'accroche à Akin. Chaque fois qu'il y a des soucis, des trucs, il sort cette petite boîte. J'ai trouvé que dans un ensemble, il y avait pas mal de bonnes symboliques derrière certains objets de la série. Donc, pour ça, ça se rattrape un peu. Et donc on reste sur une note plutôt élevée dans la production avec un 9 sur 10. On arrive à la dernière partie avec les musiques et OST, donc malheureusement là on va redescendre un peu en note parce que j'ai trouvé que les OST étaient pas si incroyables. Je sais qu'il y a l'OST principal, celui de l'opening, assez reconnaissable, je veux dire je l'ai vu tourner sur TikTok. Malheureusement je trouve que c'est pas un OST très marquant dans le sens où je me souviens des 3 premières notes et puis après le reste de la musique j'en ai pas la moindre idée. La musique est reconnaissable mais elle n'est pas marquante dans le sens où encore une fois c'est pas une musique que j'ai spécialement envie d'ajouter à ma playlist, que je vais continuer d'écouter même une fois que le drama est fini. Ensuite dans la série je sais qu'il y avait d'autres OST et notamment un OST en coréen et ça m'a personnellement dérangé. J'apprécie le mélange des cultures etc, mais on part sur un travail japonais qui a été adapté en thaïlandais. Qu'est-ce que vient faire un OST coréen ici? Cette OST n'avait un peu rien à faire ici, ça avait rien à voir avec la série, je veux dire il n'y a même pas un seul personnage coréen dans la série ou quoi qui aurait pu, non. Ça aurait très bien pu être un OST en thaï et ça aurait fait exactement le même, enfin ça aurait été mieux, je veux dire, il n'y avait aucun intérêt spécifique à avoir une chanson en coréen dans ce drama. Et pour le reste des musiques, j'ai trouvé que c'était bien calé, je veux dire ça allait, les émotions etc, les instrumentales dans les scènes, les tensions et tout ça se sentait, c'était ok, je trouve que les musiques supportaient assez bien les scènes qui se déroulaient à l'écran. Et donc pour ça, les musiques gagnent un 7 sur 10. Donc voilà, c'est pas une note incroyable, mais je trouve que voilà, c'est pas des mauvaises musiques, c'est des bonnes musiques, elles étaient calées au bon moment, mais c'est pas encore tout à fait assez pour que ça dépasse cette note-là. Voilà, on est donc revenu sur les 4 points les plus importants pour noter ce drama. Vous avez donc vu et entendu quelle note j'ai donné à chaque partie. Il est maintenant l'heure de faire le total de ça et voir quelle note a obtenu le drama en entier. Attention, on entend un 8,5 sur 10. Yeah! C'est la note la plus élevée que j'ai donnée jusqu'à présent, donc Top Form a vraiment fait un très bon travail je trouve sur chaque partie spécifique qui fait qu'une fois le tout réuni ça donne quand même une note relativement correcte. Je sais que beaucoup de personnes l'auraient noté bien plus élevé que ça. Étant une personne qui voudrait travailler dans cette industrie plus tard, je fais vraiment attention à certains détails très spécifiques que d'autres personnes vont probablement rater ou pas considérer comme aussi importants. Donc voilà, c'est pour ça que mes notes ont tendance à être un peu plus strictes que le reste de la population. Je pense que c'est une note très méritée, c'est une très bonne note à mes yeux. On a vraiment une aussi bonne qualité de drama dans les BL. Il y en a quelques-uns qui se rapprochent et qui ont une très bonne qualité aussi, mais je trouve que celui-là voilà, était spécifiquement bien fait. Donc malheureusement je sais pas comment se dérouleront la saison 2 et 3 qui étaient prévues au vu de tout ce qui est en train de se passer. Et bien sûr tout mon soutien à Smart et Boon. Honnêtement je trouve ça bête que ce soit eux qui doivent souffrir de ce qui se passe entre leur agence. Pour ce qui est de la série, pour moi ça reste quand même une très bonne série. Ils ont fait un travail incroyable et j'espère pouvoir les revoir, que ce soit dans cette série ou ailleurs. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir retravailler ensemble parce que je trouve que ça reste une paire vraiment assez iconique. Ils ont vraiment fait du bon travail ensemble, donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura l'occasion de les revoir, que ce soit dans Top Form ou ailleurs. Et ceci boucle donc le BL rétro de ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à plus!